FM. La Générale. La Générale. La Générale. Dans les titres de cette édition, séance de formation sur le secourisme à l'intention du personnel de la radio Fraternité. C'est une initiative de la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du Borgou. La formation s'inscrit dans le cadre du plan d'action du commandant du groupement national des sapeurs-pompiers au grand public. Vous suivrez les détails dans cette édition. On parlera également de la journée mondiale de l'habitat. L'événement se célèbre les 7 octobre de chaque année, commémoration qui vise à réaffirmer le droit fondamental à un abri. Plusieurs politiques sont mises en place par le gouvernement béninois pour un meilleur avenir urbain. Le directeur départemental du cadre de vie du Borgou sera dans cette édition. Difficultés de mobilité au quartier Woru Tokoru de Parakou. La saison des pluies a favorisé la dégradation de l'ouvrage de franchissement qui relie le quartier Woru Tokoru au quartier Ganon. Une équipe de la rédaction est allée s'enquérir des difficultés que vivent les riverains face à cette situation. Vous suivrez quelques-uns des riverains rencontrés dans cette édition. À suivre bien d'autres informations. Les nouvelles en page sport, la page Afrique et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale. C'est la charpente de l'édition. Bonsoir et bienvenue dans la Générale de l'information. Fraternité FM. La Générale. Ouvrons par cette information plus brève. Le gouvernement béninois, à travers son ministre des Affaires étrangères, invite ses compatriotes à quitter le Liban. Décision rendue publique à travers un communiqué du ministre en date de ce mardi 8 octobre. Cette décision fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, notamment au Liban. Le ministre invite également les Béninois résidant au Liban actuellement à quitter sans délai le pays et regagner le Bénin. Par la même occasion, le ministre invite les Béninois vivant à l'étranger à s'inscrire gratuitement sur le portail e-Diaspora ou le registre des Béninois de l'extérieur afin de bénéficier de la protection consulaire et des diverses facilités mises à leur disposition par le gouvernement. On change de registre. Le personnel de Fraternité FM en sait désormais un peu plus sur les premiers gestes de secours à avoir face à une situation ou un incident. Ceci grâce à une séance de formation organisée à son intention par la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du Borgou. La séance s'est déroulée ce mardi matin sur l'esplanade de la radio et s'inscrit dans le cadre du plan d'action du commandant du groupement national des sapeurs-pompiers qui prévoit des formations mensuelles à destination du grand public. Reportage Jacques Débé. Un mardi matin, pas comme les autres, sur l'esplanade de la radio Fraternité, loin des trains habituels de préparation du journal et l'instant d'une demi-heure environ, le personnel de la première station privée commerciale du Septentrion est formé sur les premiers réflexes de secours à développer devant une personne victime d'un accident ou d'un incident et inconsciente. On fasse l'effort, même si on ne respecte pas les étapes. Comment protéger, alerter et secourir une victime inconsciente qui respire? C'est le thème de cette séance de formation pour laquelle le capitaine Marc Fayomi s'est spécialement déplacé. Le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers du Borgou et ses hommes ont expliqué le processus de mise en œuvre de la position latérale de sécurité PLS, démonstration à l'appui. Quand la situation se produit, je suis témoin d'une situation où je me rends compte que la personne qui est en face de moi ne bouge pas, mais elle respire encore. Je dois pouvoir apprécier si la personne bouge ou non. Donc je m'approche de la personne. Je lui pose une question simple. Je lui donne une note simple. Si la personne ne réagit pas, c'est qu'elle est inconsciente. Si elle est inconsciente, je vérifie si elle respire. Je regarde la cage thoracique. Je vois que la cage thoracique bouge. Je vois que l'abdomen bouge. Ça veut dire que ce dernier respire encore. À partir du moment où j'ai pu apprécier l'inconscience, la personne est inconsciente, j'ai apprécié la respiration, la personne respire encore, c'est que automatiquement je mets la personne sur la position qu'on appelle la position latérale de sécurité qui est la PLS. Secourir une victime d'accident ou d'incident, d'accord, mais il faut aussi savoir assurer sa propre sécurité
rappelle au passage le commandant Marc Fayomi. Vous êtes en train de surveiller la personne le temps que les pompiers arrivent pour l'évacuation de la personne vers un centre de santé plus proche. Ce policier même s'est dit, je suis témoin de l'accident, je suis sur moto, je ne garde pas ma moto sur la chaussée pour aller sauver la victime. D'accord, je trouve une position favorable où je garde ma moto, je vérifie la circulation. Si elle n'est pas dense, je demande à quelqu'un de m'aider à régler la voie et là je m'approche de la victime pour lui porter les gestes de secours. Le personnel de la radio est donc instruit sur l'identification d'une personne inconsciente et sur les gestes de premier secours à adopter. Désormais, il a une toute autre perception sur la notion de secourisme. J'ai retenu que quand on vient tomber sur une victime d'un accident de circulation, il faut d'abord vérifier que cette personne respire. En plus de cela, il faut mettre cette personne sur le côté gauche. C'est le côté idéal, surtout pour tout le monde, plus particulièrement pour les personnes obèses et les femmes enceintes. Après cela, ils ont dit qu'il faut également s'assurer, tant que la personne respire, il faut s'assurer que la personne est consciente. Cette séance vient une fois encore, même si elle ne nous a pas permis d'avoir tous les rudiments à 100%, on peut quand même déjà apporter un premier soin de secours en attendant donc d'appeler les sapeurs-pompiers. C'est quand même quelques notions qui peuvent permettre de sauver une vie. Vraiment, je suis tellement content pour cette formation parce que c'est une première. Aujourd'hui, je suis ravi que partout nous serons. Lorsqu'il y a des cas d'accident qui vont se produire, je sais aujourd'hui comment sauver une vie et comment le faire. Même s'il y a peut-être des gens qui sont là aussi, je peux leur apprendre comment eux aussi ils peuvent le faire pour que nous puissions sauver des vies humaines. Cette formation a par ailleurs permis de rappeler que le numéro vert 118 pour joindre les sapeurs-pompiers est momentanément hors service. Le public est désormais appelé à composer le numéro d'urgence 69 58 37 37 pour solliciter les soldats du feu dans le Borgou. Merci à vous, Jacques Degbé, pour ce reportage. Engager la jeunesse pour créer un meilleur avenir urbain, c'est le thème retenu par la communauté mondiale dans le cadre de la célébration de la journée de l'habitat édition 2024. Commémorée le 7 octobre de chaque année, cette journée vise à réaffirmer le droit fondamental à un abri et de réfléchir à la transformation des environnements urbains. Le thème retenu pour cette année met en lumière le rôle vital de la jeunesse dans l'avènement d'un meilleur avenir urbain. Au Bénin, les politiques mises en place par le gouvernement dans l'aménagement urbain cadrent avec cette réalité selon le directeur départemental du cadre de vie en charge des transports du Borgou. Pour Sani Oropibou, le Bénin aspire d'ici quelques années à la construction d'habitats répondant aux normes sociales, environnementales, mais également climatiques. On l'écoute. Cette année, le thème de la journée au plan international, c'est le rôle vital de la jeunesse dans l'avènement d'un meilleur cadre urbain. Parce que les statisticiens estiment que d'ici 2030, 60% des habitants des zones urbaines auront moins de 60 ans. Lorsque nous revenons au Bénin, en lien avec le thème au niveau international, c'est engager la jeunesse pour créer un meilleur avenir urbain. Puisque la couche juvénile qui habite les zones urbaines va en s'accroissant, pouvant atteindre le seuil de 60% en 2030, c'est-à-dire dans moins de 6 ans, 2030, ça veut dire que la majorité des habitants des zones urbaines doivent être des jeunes. Donc d'où le Bénin, cette année, estime que la communication qu'il faut faire, c'est d'impliquer les jeunes, c'est d'engager les jeunes dans la création de ce cadre urbain de qualité meilleure. Lorsque vous prenez l'ensemble des travaux urbains qui se mènent aujourd'hui, puisque quand on dit notre habitat, ne voyez pas seulement le bâtiment à construire, il faut voir aussi tout ce qui accompagne ces bâtiments, c'est-à-dire en termes d'accessibilité, je parle donc de la voirie urbaine, en termes de résilience par rapport au changement climatique, je parle du verdissement de nos villes. Vous allez voir, il y a tous ces paquets de mesures qui doivent accompagner l'habitat. L'ambition de l'État béninois est de doter les populations d'un cadre urbain adéquat et convenable. Une ambition qui semble se concrétiser grâce aux travaux urbains en cours dans notre pays, se réjouit Sani Oropibou. Selon le directeur départemental du cadre de vie dans le Borgou, la preuve de l'atteinte de cet objectif est la construction dans plusieurs villes des logements sociaux et économiques. On écoute pour plus de précision Sani Oropibou. Nous sommes en train aujourd'hui, avec la participation de plusieurs projets, nous sommes en train de valoriser ce que nous avons sur place et qui peut nous être utile dans la construction de notre cadre de vie. Deuxième chose, quand je vais de façon beaucoup plus formelle, le gouvernement est aujourd'hui dans un processus de construction des logements économiques qu'on appelle encore des logements sociaux. Alors, si vous avez au plus 20, 22 ans, 23 ans, et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, les jeunes, ceux qui ont la chance d'avoir de l'emploi, ont déjà ces emplois-là à 20, 22 ans. Cela veut dire que dans la politique
politique de la vente de ces logements, le jeune a encore un avenir, disons, plus ou moins long pour pouvoir échelonner et payer le bâtiment qu'il s'est proposé à acheter. Donc c'est pourquoi toute la politique doit être basée sur l'accessibilité, mais en tenant compte du pouvoir d'achat de ces jeunes-là, les impliquant dans toutes les activités que nous menons dans le cadre de l'assainissement de ce cadre de vie. Et quand on parle de l'assainissement de cadre de vie, on peut aller au niveau, disons, de la salubrité, de la police, des pollutions de toute forme. Donc ces jeunes doivent être associés à ça. L'autre ambition du Bénin dans le domaine de l'habitat est de doter les communes d'une architecture urbaine. Un plan urbain qui résume la politique de construction d'habitat, mais aussi de réalisation de voies modernes. Un projet qui a déjà démarré grâce à certaines réalisations du gouvernement selon Sani Orupibou, que je vous invite à suivre. Quand on fait ce que nous appelons de façon populaire lotissement, c'est des travaux urbains. Et lorsqu'on le fait normalement, c'est à partir de là que l'architecte trace, disons, l'architecture de la ville. Dans la politique urbaine, la municipalité ou bien la commune peut décider de zoner la ville et dire de ce côté, c'est tel type d'habitat que nous voulons là. De tel côté, c'est tel type d'habitat que nous voulons là. On impose à tout le monde. Vous allez constater que dans la politique de l'habitat du gouvernement d'ailleurs, les villas qu'on construit, c'est un modèle. Quand vous prenez ce quartier, c'est le même modèle. Même si vous avez l'argent, il semble que sur une période donnée, vous ne pouvez pas modifier l'architecture. Tout simplement parce qu'on veut avoir ce que vous décrivez là. Mais ce n'est pas aussi facile que ça parce que on connaît aujourd'hui la bourse de chaque Béninois. Ça aurait été l'idéal. Nous avons conseillé certains maires, certaines autorités de commencer par penser déjà à ça. L'autre chose, c'est que dans ces travaux urbains aussi, on s'est dit, bon, il faut déjà par rapport au cas ici des voies urbaines, il faut déjà harmoniser. Il y a des périmètres où par exemple on peut dire, bon, ici on ne veut que des voies de 15, ici on veut que des voies de 30, ici on veut que des voies de 20. Tout simplement parce que on peut en faire des quartiers plus ou moins huppés, en tenant compte aussi des quartiers moins huppés que ça. Donc tout ça, c'est des ambitions. Il est devenu presque impossible à certaines heures de la soirée de circuler librement et sans crainte sur l'as Tian-Gorobani. À l'origine de cette situation, dans ces quartiers du premier arrondissement de Parakou, le dysfonctionnement des lampadaires installés sur ce tasse. Les dispositifs d'éclairage public dans cette zone ont cessé de fonctionner depuis plusieurs mois. Une situation qui expose les usagers à l'insécurité et au risque d'accident de la circulation. Ibrahim Gafarou, un habitant du quartier Gorobani, déplore la situation. On l'écoute. Gorobani, c'est le problème de lampadaires. Carrefour, en allant vers le cimetière là. Bon, depuis qu'ils ont planté lampadaires, ça fait plus de 3 mois aujourd'hui. Ils ont réparé, ils ont placé ensemble avec les lampadaires qui n'allument pas Albarka jusqu'à Atian. Finalement, ils ont réparé pour Albarka jusqu'à Atian. Ils ont laissé pour Gorobani là. Il y a même une boutique là-bas, ils ont cassé la boutique là plus de 2 fois. Parce que comme il n'y a pas de lumière, et encore ça cause l'accident. Quand tu viens, tu ne sais même pas, il y a Carrefour dedans. À partir de 20h, à chaque fois ça cause l'accident Carrefour là. Si avec lampadaire, bon, tous ceux qui vont passer, ils vont connaître, vraiment que ici là c'est Carrefour. Bon, ça cause l'accident. Ils n'ont qu'à venir nous allumer en lampadaire là. Bon, c'est ce que nous demande, seulement on demande la mairie, ils n'ont qu'à venir nous aider pour que chaque fois l'accident Carrefour là, pour que ça n'a qu'à calmer un peu. S'il y a lumière, ça ne peut nous causer accident dans le Carrefour. C'est ça, celle qu'on demande. Ils n'ont qu'à venir nous aider. La Générale. La générale de l'information qui se poursuit, difficile pour les habitants du quartier Woru-Tokoru de bien circuler en cette saison pluvieuse. Les dernières pluies qui se sont abattues sur certains quartiers de la ville de Parakou ont endommagé plusieurs infrastructures routières, rendant la mobilité difficile. C'est le cas du pont situé dans l'avant de l'église Saint-François de Sales. Cet ouvrage de franchissement reliant le quartier Woru-Tokoru au quartier Ganon est dans un état de dégradation très avancé. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction. Et pour quelques riverains rencontrés, c'est le port le plus fréquenté, bien entendu la voie la plus fréquentée de la zone, mais la dégradation de ce pont constitue un véritable casse-tête pour ces derniers. Imoru Imoussa et Isifu Woru sont tous habitants du quartier Woru-Tokoru. On les écoute. Le constat elle est amer, si bien que moi qui vous parle présentement, je suis à moto, or j'ai deux véhicules. La preuve, j'ai garé mon véhicule puisque le pont elle est totalement, complètement dégradé. On a, même à pied, même à moto, il est difficile de traverser
le pont. Même s'il ne pleut pas, regardez les enfants qui viennent de partir là. Ils sont en train d'amuser déjà dans le pont, croyant que c'est quelque chose d'amusement. Or, c'est très très grave. On vit de calvaire, non seulement pour ce pont seul d'abord qui réunit au route Tokoro jusqu'à de l'autre côté. Vraiment, quand il pleut, personne ne passe. On n'arrive même pas à passer à moto jusqu'on va parler même de voiture. C'est difficile. Tout le monde vient voir, mais personne ne nous donne pas de satisfaction. C'est nous-mêmes, les jeunes du quartier, avec les conseillers du quartier, qui essayons de mettre de l'ordre pour qu'on puisse passer à moto au moins. Même nos enfants, pour aller à l'école les matins, quand il pleut, ils ont des difficultés à traverser le pont là. Le pont, c'est désabré, totalement désabré. Ce n'est même pas à dire que c'est gâté. Ça là, c'est impossible à passer. On a mis des sacs, on a mis des bétons, des pneus et autres pour pouvoir trouver un tout petit peu passerein. Sinon, tout est désabré. On n'a pas encore un autre endroit à passer. Quand il pleut, il faut rester de l'autre côté. Information plus brève dans cette édition, 12 filles de joie et un présumé proxénète ont été interpellés par le commissariat du 2e arrondissement de Kandi dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 octobre 2024. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts visant à éradiquer la prostitution et le proxénétisme qui sont de plus en plus répandus dans le département. Selon nos informations, les individus arrêtés seront présentés ce mardi 8 octobre 2024 au procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de Kandi. Cette initiative marque, faut-il le préciser, une avancée importante dans la lutte contre ce fléau, témoignant de la volonté des autorités policières de restaurer l'ordre et la sécurité publique au Bénin. Pendant ce temps, les réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon ont impacté tous les secteurs d'activité au Bénin. Dans le domaine de la sécurité sociale, le délai de liquidation et de paiement des pensions aussi bien pour les agents de l'État que pour les travailleurs du secteur privé relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale ont été réduits, ce qui permet aujourd'hui à ces retraités d'éviter en possession de leur pension, d'éviter bien entendu d'entrer en possession de leur pension dans des délais raisonnables. Écoutons pour plus de précision Adidiatou Matisse, ministre du Travail et de la fonction publique. Par le passé, avant 2016, après l'admission à la retraite, pour obtenir sa pension, il faut attendre environ 2 ans. Du coup, les retraités tombent, disons, dans le besoin et parfois font recours à des prêts pour pouvoir survivre. Il faut dire également, pour bénéficier de la pension, l'agent de l'État admis à la retraite doit produire 31 pièces. Parfois, ils ne les trouvent pas et ils continuent d'attendre. Or, la plupart des pièces demandées sont produites par la fonction publique. Donc, le chef de l'État a décidé de ce que nous ne demandions plus les pièces aux retraités parce que souvent eux-mêmes ne les gardent pas. Ensuite, de réduire le délai de paiement de la première pension aux retraités. Nous y avons travaillé et depuis 2020, le retraité touche, j'allais dire, immédiatement sa pension. C'est-à-dire, lorsque l'agent de l'État est admis à la retraite le 1er janvier d'une année, on met fin au mandatement de son salaire. Donc, il n'a plus de salaire. 1er janvier. Et le 1er février, il touche sa première pension, désormais. Ce qui veut dire qu'il passe de la situation d'agent de l'État à la situation de retraité sans interruption de revenus. La nouvelle sportive dans ce 19h avec vous, Jacques Degbé, bonsoir. Bonsoir, Hilary Chabalo. Deuxième édition du tournoi de la Gani, Tchatchou FC sacré. Oui, Tchatchou FC remporte la deuxième édition du tournoi de la Gani. Les Dragons, comme on la surnomme, se sont imposés en finale ce lundi face à All Star. 2-1 finale à disputer au stade municipal de Parakou. On rappelle que dimanche déjà, c'est Korobororo qui a terminé 3e. On remporte donc la médaille de bronze en battant sèchement en finale Barreiro 3-0 sur le terrain de Ganou. Tout est bien qui finit donc bien pour cette deuxième édition du tournoi de la Gani et les organisateurs, notamment le président du comité d'organisation Abdou Traoré Hafiz, s'est dit satisfait du bon déroulement de cette compétition. Le championnat U17, les équipes des différentes zones sont connues. Oui, et c'est la fédération béninoise de football qui a donné les détails. On va vous
donner suite tous les équipes de la poule A, la poule qui concerne notre zone ici. Il faut dire que dans cette poule A, on retrouve Banegansé, Beke FC, Buffle FC du Borgou, Cavalier d'Amissa FC, Dynamique FC, Dynamo FC de Parakou, Panthère FC et Takouné qui vont donc s'affronter dans cette poule A. Dans la poule B, on retrouve Abeille FC, Estonnet, Boa FC, Dadi FC, Dynamo FC, Dabomé, Espoir FC, Rodio, le Topopo et le Real Sport. Pour ce qui concerne les autres zones, notamment les équipes de la poule C, à DJ FC, l'AS Cotonou, Aspac, AS Police, Aziza, Coton, Étoile Filante, Sport, la jeunesse sportive de Ouida et les requins de l'Atlantique. Enfin, la zone D est composée d'Asvoyement, Avran Sport, Dragon FC, la jeunesse athlétique de Kétou, la jeunesse sportive de Pobé, Sobemap, Sitatunga FC et l'Union sportive de Semekrake. Il faut dire que le match inaugural avait déjà opposé, eh bien, il y a quelques semaines, Buffle et Panthère qu'il avait emporté 3-0. La suite, ça va être à compter du 19 octobre prochain. On prend rendez-vous pour avoir plus d'informations avec vous. Merci Jacques Degbé, c'était la page sport. Après vous, les nouvelles du continent. Nasrine Alabi, bonsoir. Bonsoir à tous. On va démarrer par le Cameroun. Les absences répétées du président sèment le doute. Alors que les opposants s'inquiètent des absences répétées du président Paul Biya, les partisans l'appellent à briguer un 8e mandat à 91 ans. Son état de santé suscite de nombreuses interrogations. Ces derniers mois, il a multiplié les absences, faisant augmenter les doutes sur sa capacité à diriger le pays. En septembre dernier, Paul Biya était attendu à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais il a annulé ce voyage pour se reposer en Suisse. Au Burkina Faso, pendant ce temps, on parle de la suspension des émissions de Voice of America. La junte militaire du Burkina Faso a suspendu les émissions de Voice of America pendant 3 mois en raison de sa couverture des attaques de militants dans le pays et au Mali. Le régulateur des médias du Burkina Faso a déclaré qu'une émission de Voice of America diffusée en septembre avait pour but de saper le moral des forces armées des deux pays, a rapporté l'agence d'information du Burkina Faso lundi en fin de journée. Depuis qu'elle a pris le pouvoir en 2022, la jeune de ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à des conflits a été accusée de s'en prendre aux journalistes et aux militants. Merci Nasrine Alabi pour toutes ces informations. Après vous, la revue de presse nationale estampillée Epiphane Chabi. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette revue de presse. Très attendu, le procès de Steve Amousou, à peine ouvert hier matin, a été reporté au 18 novembre 2024 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Fraternité, Dabarou l'informateur Soleil Levant, Matin Libre, le matinal Éveil Info et bien d'autres précisent que la cause, c'est un petit désaccord qui est survenu quelques minutes après l'ouverture du procès entre Maître Aboubakar Baparapé et le juge. En effet, précise Fraternité, cet avocat du collège constitué notamment de Maître Yaya Poyon et Maître Julien Tobadja a plaidé pour que le dossier soit momentanément mis de côté afin que des autres confrères avocats puissent le rejoindre. Et malgré l'insistance du dit avocat, le juge a tout simplement décidé de renvoyer le dossier au 18 novembre 2024, précise l'informateur Soleil Levant, Matin Libre, le Télégramme et bien d'autres publications. Fraternité rappelle que Steve Amousou est poursuivi pour harcèlement par le biais d'une communication électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et provocation directe à la rébellion. Mais avant le report du procès pour le 18 novembre prochain, Steve Amousou, qui est apparu hier matin à la barre dans une chemise blanche sous son gilet de prisonnier, a indiqué au juge qu'il est né en 1985 et qu'il est conférencier de profession, mais plaide non coupable de ce dont on l'accuse. Encore un mois d'attente avant d'avoir le dénouement d'une affaire qui jusqu'ici continue de défrayer la chronique, conclut les publications. Dans la suite, l'hôpital de zone de Savès situé dans le département
département des collines sera inauguré d'ici la fin de l'année 2024. Le matinal en parle précise que l'annonce a été faite par Benjamin Onkpati, le ministre de la Santé, lors d'une séance de travail le mercredi 2 octobre 2024, en présence de l'équipe dirigeante de l'hôpital et du maire de Savè. À l'issue de la séance de travail, le ministre Benjamin Onkpati et sa délégation ont visité plusieurs services de l'hôpital, notamment la centrale des fluides, le service d'imagerie, le service de gynécologie et les hospitalisations. Et au cours de cette visite, précise le journal, le ministre a donné des instructions pour accélérer les derniers travaux avant que tout soit finalisé avant la date de l'inauguration. L'autorité ministérielle a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement des travaux, déclarant que nous pouvons être fiers de l'aspect que présente l'hôpital actuellement. Nous allons continuer sur cette lancée pour que tout soit achevé dans les délais impartis. L'inauguration de l'hôpital de zone de Savè représente un pas important vers l'amélioration des infrastructures sanitaires au Bénin et la promotion de l'accès aux soins pour l'ensemble de la population, conclut la publication. Quittons les hôpitaux cette fois-ci pour nous rendre dans les marchés modernes avec l'ANAGEM, l'Agence nationale de gestion de marché, qui met en garde les faux collecteurs de dossiers. Association de malfaiteurs, faux et usage de faux, usurpation de titres de collecteurs de dossiers de l'ANAGEM et escroquerie, ce sont les charges qui seront retenues contre les individus ou groupes d'individus qui collectent illégalement les dossiers de demandeurs de place dans les nouveaux marchés urbains et régionaux et le pôle agroalimentaire du Grand Okoué. L'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM tire donc la sonnette d'alarme et appelle à la vigilance et à l'alerte les commerçantes et commerçants du marché d'Antokpa et consorts sur cette escroquerie à haute échelle. Selon le potentiel, l'investigateur, les 4 vérités et bien d'autres publications, dans un communiqué rendu public ce lundi 7 octobre, l'ANAGEM met ainsi en garde et attire l'attention de l'opinion publique sur le fait que ces individus ou groupes d'individus non mandatés qui collectent des dossiers de demande de place au nom de l'institution sont des faussaires, des escrocs voyous recherchés par la police républicaine, conclut 24 au Bénin. Et toujours dans les marchés, cette fois-ci avec cette baisse remarquée par le matinal des prix des denrées de grande consommation au Bénin. Et durant la semaine du 16 au 22 septembre 2024, les observateurs de l'Institut national de la statistique et de la démographie ont effectué des descentes dans les marchés principaux du Bénin pour apprécier les prix des denrées de grande consommation. Ils se sont rendus dans les marchés de Dantokpa à Cotonou, de Wando à Porto-Novo, Arzeke à Parakou, de Saint-Kouagou, de Natitengo, de Boïko et de Nestor d'Almeida à Lokosa. Et selon le constat fait et révélé par la publication, les prix du maïs séché en grains sont en baisse dans les marchés des villes de Parakou et de Natitengo, tandis qu'ils sont stables dans ceux des autres villes visitées. Les variations des prix observées sont dues à la disponibilité du produit sur le marché, fait remarquer le journal, qui précise que de même, le bulletin relatif à l'évolution hebdomadaire des prix des produits de grande consommation et leurs variations révèle que les prix de l'IAM ont enregistré une baisse dans les marchés de toutes les villes parcourues. La diminution des prix observés s'explique par la période de récolte de la denrée, fait savoir l'Instad, conclut les publications. Et dans les dernières secondes, plusieurs publications nous informent que Osé Ouimbo, le coordonnateur national des mouvements soutenant la candidature d'Olivier Boko, a été arrêté et placé en garde à vue. Il semblerait que cette arrestation soit liée à une série de publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles ce dernier exprimait vivement sa colère contre l'interpellation de son mentor Olivier Boko, fait savoir FraternitéFM.bg. Osé Ouimbo avait initié une vaste campagne en ligne pour contester l'arrestation de Boko, ce qui aurait conduit à sa propre interpellation par les autorités, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi de bout en bout. Retenez pour l'essentiel en titre qu'une séance de formation sur le secourisme a été organisée à l'intention du personnel de la Radio Fraternité. C'est une initiative de la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du Borgou. La formation s'inscrit dans le cadre du plan d'action du commandant du groupement national des sapeurs-pompiers. Pour le grand public, vous avez eu des détails. Journée mondiale de l'habitat, on en a parlé. L'événement se célèbre le 7 octobre de chaque année. Une commémoration qui vise à réaffirmer le droit fondamental à un abri. Plusieurs politiques sont mises en place par le gouvernement béninois pour un meilleur avenir urbain. Vous avez suivi les précisions
avec le directeur départemental du cadre de vie du Borgou. Difficultés de mobilité au quartier Wuru-Tokoru de Parakou. La saison des pluies a favorisé la dégradation de l'ouvrage de franchissement qui relie ce quartier au quartier Ganon. Une équipe de la rédaction est allée s'enquérir des difficultés des riverains. Vous les avez suivis. Vous avez suivi bien d'autres informations. Les nouvelles sportives, celles à l'échelle continentale. Il y a quelques secondes, la revue de presse nationale. Christian Avossetien était aux manipulations techniques. À l'édition, on retrouve Pierrette Adjelé. Présentation, je suis Ulrich Abalo. On se retrouve demain, même fréquence, même heure et même plaisir. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. Fraternité FM, à Parakou, Fraternité FM, à Parakou, Fraternité FM, à Parakou, Fraternité FM, à